Au Zimbabwe, des milliers d'infirmières et infirmiers ont repris le travail lundi après avoir mis fin à leur grève. L'annonce a été faite par leur syndicat qui dit attendre de nouvelles négociations avec le gouvernement. À Madagascar, plusieurs centaines de partisans de l'opposition opposés aux nouvelles lois électorales se sont réunis ce mardi pour la 4e journée consécutive. Ils exigent la démission du président. Un adolescent a été tué lundi soir en Afrique du Sud lors de manifestations violentes. Cette mobilisation avait provoqué la semaine dernière le retour précipité au pays du président Cyril Ramaphosa. Voilà pour les titres de cette nouvelle session de l'information sur Sika. Bienvenue, bonsoir. Au Zimbabwe, des milliers d'infirmières et infirmiers ont repris le travail lundi après avoir mis fin à leur grève. L'annonce a été faite par leur syndicat qui dit attendre de nouvelles négociations avec le gouvernement du nouveau président Emmerson Mnangagwa. Cette suspension de la grève des infirmiers, faut-il le préciser, intervient après l'annonce de leur licenciement par le gouvernement. Dans le plus grand hôpital de la capitale Harare, les infirmiers étaient de retour au travail lundi et devaient gérer de longues files d'attente de patients. Ils sont retournés au travail alors que leurs revendications n'ont pas été résolues. Le 16 avril dernier, quelques 15 000 infirmiers du secteur public avaient entamé un mouvement social pour réclamer de meilleurs salaires et dénoncer le manque d'équipements et de médicaments. Mais dès le lendemain, le gouvernement soucieux d'éviter que la grève ne se propage à d'autres secteurs avait annoncé leur licenciement, estimant que ce mouvement social était politiquement motivé. Certains ont d'abord dû remplir un formulaire de licenciement avant de signer un formulaire de reprise de leur poste de travail. L'Association des infirmiers du Zimbabwe a déposé un recours en référé pour obtenir l'annulation des licenciements annoncés, mais l'affaire n'a pas encore été entendue par la justice. Cette grève des infirmiers précède un mouvement social de médecins pour lesquels un accord avait été trouvé en vue d'éventuelles augmentations de salaire. Il faut dire que des enseignants zimbabwéens menacent également de cesser le travail. À Madagascar, plusieurs centaines de partisans de l'opposition opposés aux nouvelles lois électorales se sont réunis ce mardi pour la 4e journée consécutive dans la capitale Antananarivo. Ils exigent la démission du président Eri. Aujourd'hui, nous demandons officiellement la démission de vous tous. Le gouvernement, à commencer par le président de la République, a lancé la députée Anitriaina Razafi-Manantsoa aux manifestants réunis sur l'emblématique place du 13 mai. Tout de suite, a scandé en retour la foule chauffée à blanc. Vous ne faites pas le poids contre le peuple, vous ferez mieux de ranger déjà vos valises, a insisté la députée. À 7 mois du premier tour, annoncé des élections présidentielles et législatives, l'opposition accuse le régime de vouloir la museler, notamment au travers d'une série de nouvelles lois électorales, selon elle, au seul bénéfice du pouvoir. Samedi, une marche interdite par les autorités a dégénéré en violents affrontements avec l'armée et la police. Selon un bilan provisoire de sources hospitalières, ce face-à-face a fait 2 morts et 16 blessés dans les rangs des manifestants qui accusent les forces de l'ordre d'avoir ouvert le feu à balles réelles. Lors d'une allocution télévisée et sur les réseaux sociaux dimanche soir, le chef de l'État a dénoncé une tentative de coup d'État. À l'issue d'un conseil des ministres lundi, son gouvernement a accusé l'opposition d'inciter la population à l'insurrection et à troubler l'ordre public. Le président de la République a été le premier responsable de la tuerie ici samedi, a rétorqué la députée Razafi-Manantsoa. Élue en 2013, Rajaonarimampianina n'a pas encore annoncé s'il allait briguer un second mandat. En revanche, les 2 principaux chefs de l'opposition, Marc Ravalomanana, président de 2002 à 2009, et Andry Rajoelina, au pouvoir de 2009 à 2014, ont déjà laissé entendre qu'ils étaient prêts à se lancer dans la bataille. Tous les 2 ont été interdits de candidature en 2013. En République centrafricaine, des affrontements opposés dans le sud-ouest du pays, le groupe armé Siriri, récemment créé, et des éléments de la force de l'ONU, la MINUSCA. C'est ce qu'a annoncé lundi la mission onusienne à travers un communiqué. L'affrontement a eu lieu dimanche lors d'une intervention des casques bleus. Les détails. 4 personnes ont trouvé la mort lors des affrontements qui ont opposé dans le sud-ouest de la Centrafrique le groupe armé Siriri et des éléments de la MINUSCA. Selon une source sécuritaire, l'un d'entre eux était le chef du groupe armé.
Les casques bleus sont intervenus dimanche à l'aube pour stopper le mouvement d'éléments armés du groupe vers la localité de Gamboula, dans le sud-ouest du pays. Mais ils ont été la cible de tirs ennemis auxquels ils ont riposté à hauteur du village de Nassolé, où les éléments du groupe avaient érigé une barricade. Ce groupe armé Siriri a vu le jour fin 2017 dans le sud-ouest de la Centrafrique, qui échappait largement jusqu'alors aux violences qui ravagent le pays depuis 2013. Cet affrontement intervient alors que les provinces de la Centrafrique connaissent un regain de tension depuis 2 semaines. Plusieurs groupes armés de l'Est Séléka se sont réunis à Kagabandoro pour mettre en place une coordination militaire après des violences meurtrières dans le quartier musulman PK5 de la capitale début avril, avec l'option de descendre sur Bangui. Je l'annonçais en titre, un adolescent a été tué lundi soir en Afrique du Sud lors de manifestations violentes. Cette mobilisation avait provoqué la semaine dernière le retour précipité au pays du président sud-africain Cyril Ramaphosa. Les détails. Un garçon de 16 ans a été retrouvé mort pendant les manifestations violentes lundi soir à Tong, dans le nord-ouest, a déclaré Sabata Bokwabone, porte-parole de la police. Une enquête pour meurtre a été ouverte selon la même source qui n'a pas précisé les circonstances de la mort de l'adolescent. Des manifestations ont éclaté la semaine dernière dans la province sud-africaine du nord-ouest pour protester contre le manque de services publics et dénoncer la corruption. Les protestataires exigent la démission du Premier ministre de la province, Supra Mahumapelo, un allié de l'ancien président Jacob Zuma, contraint de démissionner en février sur fond de scandale. Des affrontements ont opposé la semaine dernière manifestants et forces de l'ordre dans la ville de Mahikeng, chef-lieu du Nord-Ouest, obligeant Cyril Ramaphosa à écourter sa participation à un sommet du Commonwealth à Londres. Ce dernier s'est rendu sur place vendredi et a promis d'agir aussi vite que possible pour apporter une réponse à tous les problèmes. Le week-end a été calme à Mahikeng, mais la colère s'est propagée lundi à une autre ville de la province, Tong, située à près de 300 km plus au sud. Des violences y ont opposé des manifestants et la police qui a tiré des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc selon les médias locaux. Des magasins ont été pillés et des bâtiments incendiés. Mardi, des manifestants ont de nouveau barré une route nationale selon Sabata Bokwabone. Les brusques flambées de violences urbaines, désignées sous le nom d'émeutes pour l'amélioration des services publics, sont quotidiennes ou presque en Afrique du Sud. Mais le déplacement d'un président pour ce genre d'incident reste exceptionnel. Notre jeune démocratie a été prise en otage par une clique égoïste déterminée à accumuler le plus de richesses possible, tandis que la majorité de la population est sans emploi, a dénoncé ce mardi, pour sa part, le principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique. Mesdames et messieurs, cette édition suit son cours. Des djihadistes de Boko Haram ont tué 18 coupeurs de bois dans le nord-est du Nigeria ce dimanche au cours d'une attaque. 3 autres civils ont également été tués au passage de leur convoi sur une mine. Les précisions dans cet élément. 2 attaques perpétrées par le groupe djihadiste Boko Haram ont eu lieu ce week-end près des localités voisines de Ngala et Gamboru dans l'état du Borno, à la frontière avec le Cameroun. Les terroristes ont tué 18 coupeurs de bois puis fait exploser une mine, faisant 3 autres civils tués au passage de leur convoi. Les 18 bûcherons ont été abattus aux abords de la forêt de Wulgo, à 15 km de Gamboru, où ils étaient partis couper du bois de chauffe. Les insurgés ont ouvert le feu sur le groupe alors qu'ils revenaient vers la ville. Les corps étaient éparpillés sur plusieurs centaines de mètres. La plupart se sont fait tirer dans la tête et le dos. La forêt de Wulgo est connue comme un sanctuaire de Boko Haram. En janvier, 10 bûcherons avaient déjà été tués dans la région, tandis qu'une trentaine d'autres qui avaient disparu auraient été enlevés par les djihadistes. Quant au deuxième incident, il s'agit d'un véhicule faisant partie d'un convoi escorté par l'armée. Boko Haram continue à mener des attaques dans la région et tend régulièrement des embuscades aux convois militaires de civils. L'insurrection djihadiste et sa répression par l'armée ont fait au moins 20 000 morts dans le nord-est du Nigeria depuis 2009. La Cour pénale internationale a rejeté ce lundi à la majorité des juges la demande de mise en liberté provisoire de Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien. Une décision très mal accueillie par la défense de l'ex-président. La chambre de première instance de la Cour pénale internationale a refusé une énième demande de mise en liberté provisoire
à l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. La Cour qui a siégé le 20 avril dernier n'a pas retenu l'argument des avocats de la défense, faisant état d'une dégradation de la santé de Laurent Gbagbo. Les juges ont estimé à l'unanimité qu'il n'en est rien, concluant qu'il n'y a aucun élément nouveau justifiant la mise en liberté provisoire de l'ancien chef d'État ivoirien, incarcéré depuis 2012 à la Cour pénale internationale. Suite à cette décision, Maître Abiba Touré, l'une des avocates de l'ancien président, se dit déçue, car selon elle, sur le plan juridique, rien ne justifie une telle décision de la Cour pénale internationale. Depuis 2012 que dure la détention de Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale, toutes les demandes de mise en liberté provisoire déposées par ses avocats ont été rejetées. Et ce dernier rejet porte à au moins 12 le nombre de demandes de mise en liberté provisoire rejetées par les juges. L'ancien président Laurent Gbagbo et son ex-ministre de la Jeunesse, Charles Blé-Goudé, sont détenus à la Cour pénale internationale respectivement depuis novembre 2011 et mars 2014. En Afrique du Sud, pour finir, selon des statistiques du gouvernement, plus d'1 millier de rhinocéros ont été victimes de braconnage en 2017. Mais parmi les nombreuses initiatives qui existent pour défendre ces animaux, certaines sont plus originales que d'autres. Alors, Félina, pour Rhinocéros de Limpopo, des danseurs classiques viennent en aide aux petits orphelins. Reportage. À l'orphelinat pour rhinocéros de Limpopo, en Afrique du Sud, les animaux reçoivent une fois par an une drôle de visite. Celle de danseurs classiques, en tutu et juste au corps. Depuis 4 ans, ils viennent des 4 coins du monde à l'occasion d'un spectacle intitulé « Ballet dans la savane ». Le ballet en Afrique du Sud se bat pour survivre, tout comme l'Afrique du Sud se bat pour lutter contre le braconnage des rhinocéros. Même si le gouvernement sud-africain a durci la législation contre les braconneurs et que le phénomène est à la baisse, plus d'1 millier de rhinocéros ont été tués en 2017. Cette organisation est la première du genre à accueillir les petits orphelins. Mais les amener jusqu'à l'âge adulte a un coût, près de $17 000 par mois et par animal. Au début, lorsqu'on accueille des petits, les filles sont avec eux 24 heures sur 24. Elles dorment avec eux, elles en prennent soin et leur donnent tout l'amour dont elles sont capables. Et après cela, nous commençons à couper le contact humain. Une fois par an, l'orphelinat se transforme en scène de danse pour récolter des fonds. Des ateliers sont également organisés par les professeurs au plus près des animaux. Ils espèrent ainsi sensibiliser dès le plus jeune âge à la situation des rhinocéros menacés par le braconnage. Sans ce ballet, certains d'entre nous ne sauraient pas à quel point le braconnage est un problème grave. Mais maintenant, j'ai vu à quel point les choses vont mal. Je sais qu'il y a du braconnage de rhinocéros, mais je ne savais pas que c'était aussi grave. Depuis sa création, le ballet dans la savane a gagné en popularité. Un premier pas de danse vers une plus grande défense des pachydermes dans le pays. C'est sur cette belle initiative sud-africaine afin de lutter contre le braconnage des rhinocéros que nous mettons un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur Sika. Agréable nuit à chacun.